Bonjour, le vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 mars 2013, à l'espace 3000, à Hyères, dans le Var, se tenait la 3e édition du Salon du chocolat, des vins et de la gastronomie. Voici l'interview de Dominique Marcoux, écrivain. Alors nous sommes le samedi 9 mars 2013, nous sommes toujours à l'espace 3000 à Hyères, dans le Var, nous sommes au salon chocolat et gastronomie et c'est la 3e édition. J'ai bien sûr quelqu'un à côté de moi et comme je le fais d'habitude, c'est lui qui se présente. Bien, merci. Dominique Marcoux, retraité, avec une passion, plusieurs passions, dont celle de l'écriture. C'est pas nouveau, c'est même assez ancien. Et puis un beau jour, je me suis lancé à l'eau et quand on écrit ce qu'on souhaite toujours, c'est pouvoir être publié, ce qui n'est pas du tout évident, mais ce qui m'est arrivé, donc j'en suis heureux. Et donc je continue cette passion parmi beaucoup d'autres. Alors vous le savez, et je le dis à chaque fois, on a fait la fête du livre, on a interviewé les écrivains, on a l'habitude de leurs réponses et en particulier qu'est-ce qui vous a fait justement rentrer dans ce cercle d'écrivains d'une part et comment, parce que là je connais les réponses, comment ça s'est passé parce que pour diverses personnes d'ailleurs, ça ne se passe pas toujours de la même manière. Comment vous êtes rentré dedans et comment vous avez été accueilli dans ce milieu? Alors au tout début ça a été très difficile effectivement parce que comme tout écrivain on envoie des manuscrits et on a des retours qui sont un peu toujours les mêmes, à savoir ne correspond pas à la ligne éditoriale. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le coup et que peut-être qu'on a mal ciblé. Donc finalement un jour je suis passé chez un éditeur parisien qui ne sévit entre guillemets que par internet et je l'ai quitté tout simplement parce qu'il y avait une diffusion qui ne me convenait pas. Pour moi l'aboutissement justement comme je vous disais tout à l'heure de cette passion c'est d'être publié et d'être publié non pas à compte d'auteur parce qu'on peut être publié à compte d'auteur et là c'est relativement facile, il suffit de sortir son chéquier. Moi je ne voulais pas de ça, donc j'ai réussi à m'entendre avec un éditeur, j'ai un véritable contrat d'édition et donc c'est vrai qu'on flatte un petit peu son ego quand même parce que la première fois qu'on voit arriver son livre et qu'on voit son nom dessus avec tout ce que l'on a pu écrire, on est heureux, on est heureux, c'est quelque chose d'assez étonnant, c'est vraiment l'aboutissement donc d'une passion mais avec des difficultés qui sont à surmonter. Justement, cette passion permet de les surmonter. Ça remonte à combien de temps? Quand avez-vous commencé? Et quand avez-vous été publié? Alors j'ai dû commencer il y a peut-être bien 15 ou 20 ans, mais pour un livre à usage uniquement et strictement familial. Donc c'était relater un peu des souvenirs relatifs à la famille, à moi-même bien sûr, parce qu'on se met un petit peu en scène. Sérieusement, où j'ai commencé à écrire, ça doit être en 2006, quelque chose comme ça. Et là, j'ai été publié, je crois, en 2008. Mon premier bouquin chez cet éditeur parisien. Et puis après, 2010, j'ai changé d'éditeur. J'ai un éditeur local, dont je suis satisfait. Qu'on connaît très bien. Que vous connaissez très bien, puisque on peut le citer. Absolument, on l'a interviewé il y a pas si longtemps. C'est les Presses du Midi, donc qui est un éditeur toulonnais. On connaît même son directeur, c'est dingue. Écoutez, merveilleux, voilà. On l'a interviewé il y a pas longtemps. Écoutez. Donc voilà, je l'ai vu il y a pas longtemps non plus, moi, parce que j'ai un 4e au four. J'ai publié 3 romans. Voilà où je voulais en arriver. Voilà. Alors je vous ai un petit peu, je suis passé un petit peu. Si vous me le permettez, on va revenir au premier. Le premier, il est toujours c'est l'éditeur parisien ou il est revenu Non, il est maintenant aux Presses du Midi aussi. Et ça s'appelle le Château de Jérémie. Alors le Château de Jérémie, c'est l'histoire. Je vous dis 2 mots de l'histoire ou pas? Bon, 2 mots, c'est un gamin qui passe des vacances dans un château, dans l'Allier, dans le Bourbonnais, où il y a une très belle bibliothèque dans ce château. Il est passionné par la bibliothèque, il y va, il raconte ses frasques d'enfants. Et un beau jour, il a une bille qui s'échappe de sa poche. Il grandit, donc il raconte toutes ses frasques de gamin. Et un beau jour, il y a une grosse bille qui s'échappe de sa poche, qui passe sous une bibliothèque. Et là, cloc, cloc, qu'est-ce qu'il y a? Une trappe secrète dans laquelle il y a des lettres d'amour et des lettres compromettantes au plan politique. C'était des lettres qui avaient été reçues par le propriétaire de ce château, qui était un opposant à Napoléon III et qui va être exilé par Napoléon III. Mais ça se termine bien. Mes histoires se terminent toujours bien. Mais c'est ce que je voulais vous demander. Alors, dans l'histoire, ça se passe en quelle année? Alors, ça se passe dans les années 50, 60 et donc 100 ans plus tôt, au 1850. Oui, c'est ça. 1850, oui, c'est-à-dire Commune, la Révolution de 48, la prise du pouvoir par futur Napoléon III Bonaparte. Voilà, donc c'est toute une histoire avec cette histoire d'amour qui a son apogée en Algérie, l'Algérie nouvellement conquise. Alors vous savez que ça nous concerne directement, puisque vous savez que notre ligne éditoriale s'oriente vers des sujets d'éducation. Eh oui. Alors plutôt que d'autres sujets, mais enfin voilà donc. Écoutez,
je peux pas dire qu'au niveau éducation, on puisse vraiment... y a du... Quand je dis éducation, c'est aussi histoire, enfin voilà, donc en transmission de savoir et tout ça. Hein. Ah oui, alors là, il y a quand même des choses qui sont intéressantes, entre guillemets, sur un petit peu l'histoire du Second Empire. Mais c'est forcément pas toujours objectif, parce que c'est un roman, bien entendu, c'est complètement imaginé et imaginaire, mais c'est vrai que je fais beaucoup de recherches quand même pour éviter de dire des bêtises, du genre, par exemple, dans cette histoire qui se passe à un moment en 1853, il est question d'un revolver. Vous m'avez tendu une perche incroyable, parce qu'effectivement, je vais vous reposer, alors je dirais pas les mêmes questions, mais encore un sujet historique, me direz-vous, et le temps de recherche qui, j'imagine, va bien avec. Ah oui, alors ça, c'est aussi l'autre passion, parce que la recherche, justement, historique, a son intérêt. Donc, je reviens à mon revolver. Bon, 1853, est-ce que le revolver existait ? Ben, il existait. Il y avait le pistolet, mais le revolver existait puisqu'il a été créé par Colt en 1838. Donc j'essaye de vérifier chaque fois tout ce que j'écris, que je dise pas trop de bêtises quand même, parce qu'il faut pas tromper le lecteur. On est pour l'instant donc au premier, le deuxième c'était quoi ? Ah, la pierre d'abeille, celui qui est là, c'est le deuxième et le troisième en fait, parce que deux livres sont sortis pratiquement au même moment, c'est-à-dire il y a moins d'un an maintenant, au mois de juin 2012. Alors la pierre d'abeille, c'est une histoire où j'ai beaucoup travaillé au niveau historique. Parce que c'est une histoire qui se passe dans les années 1950 et dans les années 1100. C'est-à-dire il y a 800 ans d'écart et c'est une recherche archéologique que fait un apiculteur de l'Allier, toujours mon département de l'Allier, où il va découvrir sur le tympan d'une église romane la marque de tâcheron d'un ouvrier de l'époque. Et là, il va chercher à savoir qui était cet homme. On se retrouve 800 ans en arrière, Montfort-sur-Argent, dans le Var. Il y a une attaque qui est complètement inexacte, mais peu importe. Des Sarrasins, le pauvre, il lui arrive des tas de misères. Pendant ce temps-là, mon héros, l'apiculteur des années 1950, poursuit ses recherches, donc on alterne entre ces deux époques, et cet homme va finalement rencontrer un tailleur de pierre qui va l'emmener jusque dans toute la région d'Autun et les églises romanes du Brionnais, c'est-à-dire la Bourgogne du Sud, où il va travailler pour ériger, ciseler des tympans. Alors donc on alterne les années 50. Toute cette recherche, c'est une recherche archéologique, une recherche historique, c'est un petit peu une sorte de roman policier historique, si on peut dire. C'est un peu, si vous me le permettez, parce que vous savez que j'aime bien, je l'ai précisé déjà, que j'aime bien mettre un petit peu d'humour dans les interviews, c'est retour vers le futur, dans le passé. Oh ouais, on pourrait dire ça, oui, on pourrait dire ça. Oui, c'était un peu ça. Voyez-y de ma part un clin d'œil malicieux, rien de plus. Oh oui, non, mais je le considère bien comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà, alors donc ça c'est le dernier. C'est le dernier ou avant-dernier, parce que le dernier c'est le secret des Vanades. Alors les Vanades, moi j'habite la Londe. Alors attendez, vous m'avez dit aussi qu'il y en a un qui était en préparation. Alors est-ce que c'est lequel vraiment le dernier ? Ah bah je vais pas parler de celui qui est en préparation parce qu'il non, justement, on parle du dernier sorti. Sorti. Alors le dernier sorti, c'est le secret des Vanades. Les Vanades, j'habite la Londe les Morts. Précision très intéressante. Les Vanades, c'est un lieu dit, un quartier, on va dire, de la Londe, où il y avait d'ailleurs des mines. Parce que la Londe était une ville industrielle où il y avait des mines de plomb. Et il y a toute une histoire, une aventure maritime, on va dire. C'est quelqu'un qui a un petit souci de santé, il croit qu'il est fichu, il dit rien à personne. Il rencontre un navigateur qui revient des îles de la Sonde, vers l'Indonésie, vous voyez. Et lui, il a toujours rêvé y aller. Et il va construire un bateau en grand secret, un voilier, aux Vanades, avec un de ses amis qui est un ancien marin du commerce, et qui va lui raconter toutes les escales qu'il va faire, il va lui raconter ses propres anecdotes qui lui sont arrivées à lui. Puis il y a une petite intrigue qui se déroule finalement, et se dénoue, à l'île de Malte. Ça c'est le dernier donc. C'est le dernier. 4e, il est en cours. Très bien, écoutez, merci de votre rencontre, parce que c'est une belle rencontre aussi, une belle histoire, parce que vous savez qu'on aime bien ici raconter des histoires. Merci, écoutez, c'est vrai qu'on ne peut pas écrire si on n'a pas, enfin pour ce que je fais moi en tout cas, on ne peut pas écrire si on n'a pas des histoires. Et j'avoue que moi j'ai une théorie qui est la suivante, c'est que chaque homme, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, a sa propre histoire. Donc il y a des choses à raconter. Forcément, les histoires des uns ou des autres, elles sont en nous déjà. Et parfois, pour ce qui me concerne, il m'est arrivé d'écrire par exemple Le secret des Vanades. Cette histoire est venue tout simplement parce qu'un jour quelqu'un qui avait travaillé à la Londe, dans le bois, dans les forêts, m'a raconté une histoire. Et cette histoire, je l'ai mise dans un coin de mon cerveau, puis un jour c'est sorti. Merci beaucoup, sujet très intéressant. Merci à vous. La particularité de ce salon chocolat, vin et gastronomie est d'avoir un stand entier consacré à la littérature à travers l'association Plume d'Azur que nous avons déjà rencontrée dans le salon Maison et Bien-être. L'occasion donc d'interviewer des écrivains qui ont des parcours différents, des genres de littérature différents et donc des histoires différentes. C'est donc tout ce qui fait l'intérêt de ces interviews. Retrouvez nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Vous pouvez retrouver également nos informations sur la page Facebook
KXTC Podcast ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.